Imaginez l'ironie ultime. Une voiture française produite par l'un des constructeurs les plus emblématiques de France, interdite de circuler dans sa propre capitale. C'est exactement ce qui est arrivé à la Peugeot 207, une petite citadine qui a conquis les cœurs des Français pendant plus d'une décennie, mais qui aujourd'hui se voit refuser l'accès aux rues de Paris. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment une politique environnementale bien intentionnée a créé l'une des contradictions les plus frappantes de l'histoire automobile française. L'histoire de la 207 bannie de Paris n'est pas celle d'une voiture défaillante ou dangereuse. C'est l'histoire d'une révolution urbaine qui a transformé la façon dont nous pensons la mobilité en ville et qui a fait de certaines voitures françaises des victimes collatérales de leur propre gouvernement. Pour comprendre cette tragédie moderne, nous devons remonter aux origines de cette petite Peugeot qui allait devenir l'un des modèles les plus vendus de France. La Peugeot 207 a été lancée en 2006 comme le successeur de la légendaire 206, l'une des voitures les plus populaires de l'histoire de Peugeot. Mais contrairement à sa prédécesseur, la 207 arrivait dans un monde automobile en pleine mutation. Les préoccupations environnementales commençaient à émerger, les normes d'émissions se durcissaient et les constructeurs devaient déjà anticiper un avenir plus respectueux de l'environnement. Dès son lancement, la 207 était destinée à être la voiture du peuple français. Compacte, économique, stylée et abordable, elle incarnait parfaitement l'esprit français de l'automobile pratique et élégante. Peugeot avait mis tous ses efforts dans ce projet, investissant des centaines de millions d'euros dans le développement d'une voiture qui devait reconquérir le marché des citadines en Europe. Le design de la 207 était révolutionnaire pour l'époque. Fini les lignes angulaires de la 206, place à des courbes fluides et modernes qui donnaient à cette petite voiture une allure de berline premium. L'habitacle spacieux, malgré des dimensions extérieures contenues, témoignait du savoir-faire français en matière d'optimisation de l'espace. Chaque centimètre carré était pensé pour le confort et la praticité, mais c'est sous le capot que la 207 montrait vraiment ses ambitions. Peugeot proposait une gamme complète de motorisation, allant du petit 1.4 essence économique au 1.6 HDI diesel, en passant par les versions sportives, GTI et RC. Cette diversité permettait à chaque Français de trouver la 207 qui correspondait à ses besoins et à son budget. Une démocratisation de l'automobile qui correspondait parfaitement aux valeurs françaises d'égalité et d'accessibilité. Avec ses lignes fluides, son habitacle spacieux malgré ses dimensions compactes et sa gamme de motorisation variée, la 207 semblait avoir été conçue spécialement pour la vie urbaine parisienne. Ses dimensions réduites la rendaient parfaite pour se faufiler dans les rues étroites de la capitale, se garer dans les places lilliputiennes du centre-ville, et sa consommation raisonnable était idéale pour les budgets serrés des jeunes Parisiens qui découvraient la mobilité individuelle. Le succès fut immédiat et retentissant. Dès sa première année complète de commercialisation en 2007, la 207 grimpait au sommet des ventes françaises. Elle détrônait sa propre sœur, la 206, et s'imposait face à la concurrence européenne. En 2008, au plus fort de la crise économique mondiale, la 207 restait l'une des voitures les plus vendues en France, preuve de son adéquation parfaite avec les besoins du marché français. Pendant des années, la 207 a été omniprésente dans les rues de Paris. On la voyait partout, garée le long des boulevards haussmanniens, ses lignes modernes contrastant avec l'architecture du 19e siècle, traversant les ponts de la Seine sous tous les coloris disponibles, naviguant avec aisance dans les embouteillages du périphérique. Elle était devenue un symbole de la démocratisation de l'automobile en France, permettant à des millions de Français d'accéder à la mobilité individuelle sans se ruiner. Les étudiants l'adoraient pour son côté pratique et abordable. Les jeunes couples la choisissaient comme première voiture familiale. Les seniors appréciaient sa facilité de conduite et son confort. La 207 avait réussi l'exploit de plaire à toutes les générations. Un tour de force marketing et industriel qui témoignait de la justesse de son positionnement. Mais voilà que Paris a commencé à changer. La prise de conscience environnementale grandissante, alimentée par les rapports alarmants sur le réchauffement climatique et la pollution urbaine, les problèmes de qualité de l'air de plus en plus préoccupants avec des pics de pollution récurrents et les engagements internationaux de la France en matière de climat suite aux accords de Paris ont poussé les autorités parisiennes à repenser complètement leur approche de la mobilité urbaine. Les études épidémiologiques commençaient à établir des liens directs entre la pollution automobile et les problèmes de santé publique. Les particules fines, les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles, tout un vocabulaire technique envahissait le débat public. Les médecins tiraient la sonnette d'alarme sur l'augmentation des maladies respiratoires, particulièrement chez les enfants. Paris ne pouvait plus ignorer cette réalité sanitaire.
En 2015, Paris a introduit les premières restrictions de circulation basées sur la qualité de l'air. Le système Crit'Air, avec ses vignettes colorées allant du vert pour les véhicules les plus propres au gris pour les plus polluants, a commencé à classer les véhicules selon leurs émissions polluantes. Cette classification, basée sur les normes européennes d'émissions Euro, créait une hiérarchie nouvelle dans le monde automobile français. C'était le début de la fin pour de nombreuses voitures, y compris la 207. Cette petite Peugeot qui avait fait le bonheur des Français se retrouvait soudain cataloguée, étiquetée, jugée non plus sur ses qualités intrinsèques de conduite, de fiabilité ou de design, mais uniquement sur ses émissions polluantes. C'était un changement de paradigme radical qui bouleversait complètement la hiérarchie automobile établie. La plupart des Peugeot 207, produites entre 2006 et 2014, se sont retrouvées classées dans les catégories Crit'Air 3, 4 ou même 5, selon leur motorisation et leur année de production. Les versions essence les plus récentes s'en sortaient mieux avec des vignettes Crit'Air 2, mais les versions diesel, pourtant plébiscitées à l'époque pour leur faible consommation et leurs émissions de CO2 réduites, se retrouvaient dans les catégories les plus pénalisées. Ces classifications, basées sur les normes Euro d'émissions en vigueur au moment de l'homologation, ne tenaient pas compte du fait que ces voitures étaient parfaitement légales et conformes aux normes en vigueur au moment de leur production. C'était comme juger les automobiles des années 2000 avec les critères des années 2020, une forme de rétroactivité réglementaire qui posait des questions d'équité. Puis est arrivée la zone à faibles émissions, la ZFE, qui a progressivement interdit l'accès au centre de Paris aux véhicules les plus polluants, d'abord limité aux véhicules les plus anciens et aux poids lourds. Cette zone s'est étendue géographiquement et a durci ses critères d'accès. Ce qui n'était au départ qu'une mesure d'urgence lors des pics de pollution est devenu une politique permanente de restriction de la circulation. La ZFE parisienne, initialement cantonnée à quelques arrondissements centraux, s'est progressivement étendue. D'abord le 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement, puis les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e. Chaque extension géographique s'accompagnait d'un durcissement des critères d'accès. Les vignettes Crit'Air 5 ont été les premières bannies, puis les 4, puis les 3. La 207, cette fidèle compagne des Parisiens, s'est retrouvée progressivement dans le collimateur de ces restrictions. L'ironie de la situation était saisissante et presque cruelle. Une voiture française, produite par un constructeur qui fait partie du patrimoine industriel national depuis plus d'un siècle, conçue par des ingénieurs français dans des bureaux d'études français, fabriquée dans des usines françaises par des ouvriers français, se voyait interdire l'accès à la capitale de son pays d'origine. C'était comme si le camembert était interdit en Normandie, si le champagne était banni de la région Champagne, ou si la baguette était prohibée à Paris. Cette contradiction frappait au cœur de l'identité française. Peugeot, fondée en 1810, avait traversé 2 siècles d'histoire française. L'entreprise avait survécu aux 2 guerres mondiales, participé à la reconstruction du pays, accompagné les 30 Glorieuses et la démocratisation de l'automobile. Voir ces voitures bannies de Paris était un symbole fort d'un changement d'époque que beaucoup de Français avaient du mal à accepter. Pour les propriétaires de 207, c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein. Beaucoup avaient acheté leur voiture en toute légalité, parfois en contractant un crédit automobile sur plusieurs années, convaincus d'acquérir un véhicule moderne et respectueux de l'environnement selon les standards de l'époque. Du jour au lendemain, leur investissement perdait une grande partie de sa valeur et de son utilité pratique. Les témoignages se multipliaient sur les réseaux sociaux et dans les médias. Marie, secrétaire de 35 ans, qui avait acheté sa 207 diesel en 2011 avec un crédit sur 5 ans, se retrouvait avec une voiture qu'elle ne pouvait plus utiliser pour aller travailler dans le centre de Paris. Pierre, retraité de 68 ans, propriétaire d'une 207 essence de 2008, ne comprenait pas pourquoi sa voiture parfaitement entretenue et contrôlée techniquement était soudain considérée comme polluante. Comment expliquer à quelqu'un qui avait acheté sa 207 en 2012, en suivant scrupuleusement les conseils de son concessionnaire Peugeot et en choisissant un moteur diesel pour ses faibles émissions de CO2 qu'elle ne pouvait plus circuler dans Paris en 2023? C'était un problème de communication et de compréhension publique que les autorités avaient sous-estimé. La situation était d'autant plus frustrante que la 207 n'était pas une voiture particulièrement polluante pour son époque. Ces moteurs, développés selon les technologies disponibles dans les années 2000, affichèrent des performances environnementales honorables selon les critères de l'époque. Les versions diesel, notamment, affichèrent des consommations raisonnables et des émissions de CO2 correctes selon les standards alors en vigueur. Mais les nouvelles normes ne se contentaient au plus du seul CO2 qui avait été le critère privilégié pendant des décennies. Elles s'intéressaient désormais aux particules fines PM2.
5 et PM10, aux oxydes d'azote noise, aux hydrocarbures imbrûlés, à toute une panoplie de polluants que les anciennes normes ne mesuraient pas, ou mal. C'était un changement de paradigme scientifique et réglementaire que le grand public avait du mal à suivre et à comprendre. Les propriétaires de 207 ont tenté de résister par tous les moyens légaux à leur disposition. Certains ont organisé des manifestations devant la mairie de Paris, d'autres ont lancé des pétitions en ligne qui ont recueilli des dizaines de milliers de signatures. Des associations de défense des automobilistes se sont créées spécifiquement pour contester ces mesures. L'argument était toujours le même et touchait à l'émotion nationale. Comment un gouvernement français pouvait-il interdire une voiture française aux Français dans une ville française? C'était un paradoxe qui touchait au cœur de l'identité nationale française et qui révélait les tensions entre différentes conceptions de l'intérêt général. D'un côté, l'intérêt général environnemental et sanitaire, de l'autre, l'intérêt général économique et social. Cette tension n'était pas nouvelle en France, mais elle prenait ici une dimension particulièrement symbolique. Peugeot, de son côté, s'est retrouvé dans une position particulièrement délicate et inconfortable. L'entreprise ne pouvait pas critiquer ouvertement les politiques environnementales du gouvernement français sans risquer de paraître irresponsable ou rétrograde face aux enjeux climatiques. En même temps, voir ses propres véhicules bannis des rues de la capitale française était un coup dur pour son image de marque, sa réputation et ses ventes sur le marché de l'occasion. La marque au lion a réagi avec le pragmatisme qui la caractérise en accélérant sa transition vers l'électrification et en proposant des primes de reprise attractives pour inciter les propriétaires de 207 à passer à des modèles plus récents et moins polluants comme la 208 électrique. Des campagnes publicitaires ont mis en avant les nouveaux modèles hybrides et électriques, marquant symboliquement la rupture avec l'ère du tout-thermique. Mais pour beaucoup de propriétaires de 207, changer de voiture n'était tout simplement pas une option financière viable. Une 207 d'occasion valait entre 3 000 et 8 000 euros selon son âge et son état, tandis qu'un véhicule électrique neuf coûtait au minimum 20 000 euros même avec les bonus écologiques. L'écart était tel que la transition proposée relevait souvent de l'impossible pour les ménages modestes. Cette situation a créé un marché automobile à deux vitesses particulièrement injuste socialement. D'un côté, les voitures autorisées à circuler partout, qui conservaient leur valeur sur le marché de l'occasion et permettaient une mobilité sans contrainte. De l'autre, les voitures bannies du centre de Paris, dont la valeur s'effondrait sur le marché et qui limitaient drastiquement les possibilités de déplacement de leurs propriétaires. La 207, autrefois symbole d'égalité automobile et de démocratisation de la mobilité, devenait paradoxalement un marqueur d'inégalité sociale et de fracture territoriale. Posséder une 207 vous cantonnait aux banlieues, vous excluait du centre-ville, vous marginalisait dans votre propre capitale. C'était une forme de ségrégation par l'automobile que personne n'avait anticipée. Car qui pouvait se permettre de changer de voiture du jour au lendemain sans préavis ni transition? Certainement pas les ménages modestes qui avaient choisi la 207 précisément pour son côté abordable et économique, pour sa fiabilité reconnue et ses coûts d'entretien maîtrisés. La politique environnementale, aussi louable soit-elle dans ses intentions de protection de la santé publique, créait une forme d'injustice sociale où seuls les plus aisés pouvaient continuer à circuler librement dans la capitale. L'impact économique était considérable et touchait toute une filière. Les garagistes spécialisés dans la réparation et l'entretien des 207 ont vu leur activité chuter drastiquement. Pourquoi investir dans la réparation d'une voiture qui ne peut plus circuler dans une partie croissante de l'Île-de-France? Les pièces détachées spécifiques à la 207 sont devenues moins demandées, affectant les équipementiers et les distributeurs. Toute une économie parallèle, celle de l'après-vente automobile, s'effondrait progressivement autour d'un modèle qui représentait encore des centaines de milliers de véhicules en circulation sur le territoire français. Les centres de contrôle technique voyaient défiler des 207 en parfait état mécanique mais voués à l'interdiction urbaine. C'était un gâchis économique et écologique paradoxal. Parallèlement, un marché noir et une économie souterraine se sont développés autour du contournement des restrictions. Certains propriétaires, désespérés, ont tenté de falsifier leurs vignettes critères, achetant des autocollants contrefaits sur Internet ou modifiant leurs documents d'immatriculation. D'autres ont déménagé symboliquement leur voiture en banlieue, chez des amis ou de la famille. Pour éviter les contrôles automatisés, des réseaux plus sophistiqués se sont organisés pour aider les propriétaires de 207 à contourner les restrictions. Certains proposaient des services de blanchiment de véhicules, promettant de modifier les données d'immatriculation pour obtenir une meilleure classification critère. D'autres offraient des services de stationnement clandestin en dehors des zones contrôlées. Cette criminalité inattendue s'organisait autour de ce qui était autrefois la voiture de Monsieur Tout
tout le monde. La police parisienne et les agents de la ville se sont retrouvés dans la position particulièrement inconfortable de devoir verbaliser des conducteurs de voitures parfaitement légales, en bon état de fonctionnement et souvent impeccablement entretenues, simplement parce qu'elles ne respectaient plus les nouvelles normes environnementales. C'était un changement de mission difficile à accepter pour des agents habitués à sanctionner des infractions plus traditionnelles. Les amendes de 68 € pour une première infraction, pouvant aller jusqu'à 135 € en cas de récidive, pleuvaient sur des propriétaires souvent déjà en difficulté financière. Ces contraventions s'ajoutaient aux difficultés économiques de ménages qui n'avaient souvent pas les moyens de changer de véhicule. C'était une double peine particulièrement cruelle, être privé de mobilité et en plus être sanctionné financièrement. Le système de verbalisation automatisé, basé sur la lecture automatique des plaques d'immatriculation par des caméras haute définition, ne faisait pas de distinction entre une 207 conduite par un cadre supérieur et une 207 utilisée par un salarié au SMIC pour aller travailler. Cette égalité devant la sanction masquait une inégalité profonde devant la capacité à s'adapter aux nouvelles règles. Certaines entreprises ont essayé de proposer des solutions alternatives pour prolonger la vie urbaine des 207. Des services de retrofit promettant de convertir les moteurs thermiques en électriques ont fleuri avec des campagnes marketing alléchantes. Mais les coûts étaient prohibitifs, souvent compris entre 15 000 et 25 000 €, soit largement supérieurs à la valeur de la voiture elle-même. D'autres ont proposé des solutions de filtrage supplémentaires, des boîtiers électroniques censés réduire les émissions, ou encore des carburants propres, promettant de rendre les 207 conformes aux nouvelles exigences. La plupart de ces solutions s'avéraient soit inefficaces, soit économiquement irréalistes. Pour la plupart des propriétaires de 207, c'était mission impossible. La controverse a rapidement pris une dimension politique majeure, révélant les fractures de la société française contemporaine. Les opposants aux restrictions y voyaient un exemple parfait de l'élitisme urbain, où les politiques décidaient par et pour les classes aisées des centres-villes, pénalisaient les classes populaires et moyennes contraintes de vivre en périphérie. C'était l'expression d'une France à deux vitesses. Les défenseurs de l'environnement et de la santé publique rétorquaient que la protection de la qualité de l'air et la lutte contre le réchauffement climatique étaient des enjeux supérieurs aux considérations économiques individuelles. Ils arguaient que les coûts sanitaires de la pollution automobile dépassaient largement les coûts de transition vers des véhicules propres. Cette polarisation a révélé un clivage profond dans la société française entre les impératifs environnementaux de long terme et les réalités socio-économiques immédiates. La 207 était devenue malgré elle le symbole de cette tension, incarnant le dilemme français entre progrès écologique et justice sociale, entre transformation nécessaire et protection des acquis. Le débat a également révélé une fracture territoriale entre Paris et le reste de la France. Pour beaucoup de Français de province, les restrictions parisiennes apparaissaient comme un caprice de bobos urbains déconnectés des réalités du quotidien. Pour les Parisiens soucieux de qualité de vie, c'était une mesure de bon sens face à l'urgence sanitaire et climatique. Aujourd'hui, la plupart des Peugeot 207 ont effectivement disparu des rues de Paris, remplacés par des véhicules plus récents, souvent électriques ou hybrides. Celles qui restent encore visibles circulent dans une forme de clandestinité, cantonnées aux banlieues ou ne s'aventurant dans la capitale qu'aux heures et dans les zones encore autorisées. C'est la fin d'une époque, la fin du règne d'une petite voiture qui avait marqué toute une génération de Français. Cette disparition progressive s'accompagne d'un changement du paysage automobile parisien. Les rues de la capitale se peuplent de véhicules électriques silencieux, de SUV hybrides haut de gamme et de nouveaux services de mobilité partagés. C'est un Paris plus propre, sans doute, mais aussi plus cher et potentiellement plus inégalitaire. Le paradoxe de la 207 bannie de Paris nous enseigne des leçons profondes sur la gestion du changement dans les sociétés modernes. Il nous rappelle que les transitions, même nécessaires et bien intentionnées, ont toujours un coût humain et social qu'il faut anticiper et accompagner. Il nous questionne sur la façon dont nous gérons l'équité et la justice dans l'urgence environnementale. Cette histoire nous montre aussi que derrière chaque politique publique, si rationnelle soit-elle, il y a des vies individuelles qui sont bouleversées, des familles qui doivent dû s'adapter, des habitudes qui doivent être modifiées. La transition écologique ne peut faire l'économie d'une réflexion approfondie sur ses impacts sociaux et sur les moyens de les atténuer. L'ironie française de cette histoire, c'est qu'en voulant protéger Paris de la pollution, nous avons peut-être détruit un peu de l'âme populaire et accessible de la capitale. La 207 était plus qu'une simple voiture. Elle était un lien social, un marqueur d'appartenance à une classe moyenne française en pleine mutation, un symbole de mobilité sociale et géographique. Sa disparition des rues parisiennes marque peut-être la fin d'un certain modèle de société française, plus égalitaire et accessible, où la capitale restait ouverte à tous ses citoyens
indépendamment de leurs moyens. C'est une transformation profonde de l'espace urbain parisien qui interroge sur l'avenir de nos villes et sur la place qu'y occuperont les différentes classes sociales. Cette histoire de la 207 nous invite finalement à réfléchir sur la façon dont nous voulons organiser nos villes de demain. Plus vertes, certainement, mais aussi plus justes et plus inclusives. Car le défi de la transition écologique ne sera relevé que si elle emporte l'adhésion de tous, et pas seulement de ceux qui ont les moyens de s'y adapter facilement.